Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débat et de reportage sur Public Sénat. 90 minutes pour donner du sens à l'actualité grâce à nos experts. Et justement, cet après-midi, c'est au Sénat que l'actualité politique se concentre avec l'examen de la réforme des retraites. Après l'Assemblée nationale, c'est deux chambres, deux ambiances. Pas question d'une obstruction chaotique, mais l'opposition de gauche veut tout de même se faire entendre. Nous espérons sincèrement que le président du Sénat ne déploiera pas certains artifices qui sont prévus dans le règlement du Sénat qui permettraient de nous finalement accélérer les débats et de nous couper la parole en quelque sorte. Dans notre premier débat, on va plonger dans ces premières heures de travail parlementaire à la Chambre haute et voir quel rôle le président Gérard Larcher peut jouer pour permettre de voter ou non le texte d'ici au 12 mars. Et puis juste après, on va se concentrer sur les articles modifiables, les amendements acceptables à la fois par les LR et le gouvernement, retraite des femmes, régimes spéciaux, maintien de l'équilibre budgétaire. Rien n'est encore écrit, vous verrez. Mais d'abord, cette première journée de démonstration d'une démocratie parlementaire à l'œuvre, on commence par cet appel lancé par le ministre du Budget, Gabriel Attal. Je souhaite lancer un appel. Loin des polémiques, j'adresse un appel. Engageons-nous dans ce débat sans faux-semblants et sans posture politique. Un appel au compromis entre la majorité sénatoriale qui incarne la volonté d'une réforme et la majorité présidentielle qui porte la responsabilité de la réforme. Un appel à la cohérence. La majorité sénatoriale a tant voulu cette réforme et l'a votée de nombreuses fois. Un appel à la responsabilité. Augmenter les impôts pour financer les retraites, ce n'est pas la bonne solution. Car à la fin, il y en a toujours un qui paye et celui-ci s'appelle le contribuable. J'adresse donc cet appel au Sénat. Discutons, amendons, débattons, mais à la fin, votons ce texte. Votons-le car garantir aux Français que leurs retraites seront payées n'est ni de droite, ni du centre, ni de gauche. C'est tout simplement œuvrer pour l'intérêt général. Voilà, on va explorer, commenter, analyser ces premières heures de débat ici au Sénat grâce à Martial Foucault. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Directeur du CEVIPOF. Frédéric Dabi, bonsoir et bienvenue. Le directeur général opinion de l'IFOP. Florent Vadillo, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Président de l'ETERI, qui est un cercle de réflexion qui a pour objet de produire et diffuser une réflexion de gauche sur l'ensemble des sujets qui structurent la vie politique française. Et puis vous êtes également enseignant à Sciences Po. Et Mathieu Croissando, bonsoir. Mathieu, heureux de vous retrouver, éditorialiste politique. On reste très ancré dans ces premières heures de débat pour commencer. Martial Foucault, quelles leçons vous tirez? Est-ce qu'on a vu revivre le débat démocratique? C'est le souhait d'un certain nombre d'acteurs de cette longue séquence autour du projet de réforme des retraites. C'est intéressant d'entendre Gabriel Attal parce que finalement, pour la première fois depuis très longtemps, il faudrait faire appel aux historiens, mais le Sénat a une place particulière dans cette séquence. Et je crois que ce n'est pas pour faire déplaisir à un certain nombre de sénateurs, dont il faut rappeler qu'ils seront bientôt en campagne pour leur réélection dans quelques mois. Donc ce qui va se jouer devant nous, cette scène sénatoriale au Palais du Luxembourg, est intéressante à plus d'un titre. Moi je vois deux enjeux importants. Le premier, on a dit depuis le mois de juin 2022 que la vie politique française allait se reparlementariser. Se rééquilibrer d'une certaine façon. Exactement. Et qu'on allait découvrir que dans cette fabrique de la loi, les opinions diverses allaient pouvoir être entendues et que cela produirait des compromis sans jamais aller sur le terrain des compromissions. Bon, on voit que après le passage à l'Assemblée nationale, c'était pas flagrant. Ça s'est pas passé tout à fait comme certains l'espéraient. Ouais. Donc le Sénat a une fenêtre de tir extrêmement importante qui doit lui permettre à cette Chambre haute d'être peut-être plus démocratique dans les prises de parole et aussi, parce que ça a été évoqué, le temps qui peut paraître très court, 12 jours, enfin 14 jours précisément, c'est peu compte tenu de l'importance de ce texte. Donc il y a un enjeu, est-ce que les sénateurs peuvent faire... Ça c'est le premier enjeu. Peuvent mieux faire que les députés. Et puis il y a un deuxième enjeu qui est que la scène des groupes parlementaires est totalement différente. Il n'y a pas de NUPES, il n'y a pas de Rassemblement national au Sénat, en tout cas dans la composante telle qu'on l'a connue à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, est-ce que les sénateurs, dans leur diversité de centre-droit et droite, sont en mesure de se positionner plus rapidement, d'amender plus facilement ce texte et au fond revenir à leur
leur demande qu'ils ne cessent d'exprimer depuis plusieurs années concernant l'allongement de la durée au travail. Ça, et aussi, c'est la cohérence dont parlait Gabriel Attal. Oui, mais aussi un enjeu qui va être celui des finances publiques. Et là, il y a probablement pour le gouvernement un talon d'Achille dans la capacité à convaincre les sénateurs de droite d'aller dans le sens de la réforme. Autre citation de Gabriel Attal, dans cette même partie de discours, il dit « Je sais qu'il n'y a ici pas de ZAD, mais la République ». Frédéric Dabi, on voit bien à quoi il fait référence évidemment, c'était au débat à l'Assemblée nationale. Est-ce que dans l'opinion, les Français ont été déçus de ces débats à l'Assemblée et qu'est-ce qu'ils attendent du Sénat? Alors, c'est vrai que la scène parlementaire n'est pas une scène très visible par les Français, mais quand même, des questions d'actualité sont vues et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale a profondément choqué et a été en décalage avec l'imaginaire des Français sur une grande réforme. Ils attendent un débat apaisé et ils attendaient que le débat se focalise sur le point qu'ils avaient le plus retenu sur cette réforme, à savoir, et c'est comme ça, le passage de 62 à 64 ans, comme en 2010 par homothétie, tout s'était focalisé sur le débat. Passons de 60 à 62 ans, où, il faut le rappeler, une petite majorité de Français jugeait l'effort raisonnable. C'est pas ce qui s'est passé. Les acteurs qui ont, pour reprendre votre terme Thomas, zadisé l'Assemblée le payent. Dans toutes les enquêtes de popularité, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas député comme vous le savez, mais paye le prix du retour, du bruit, de la fureur, du tumulte et du fracas. Et il a entraîné, si je peux dire, toute la NUPES dans son sillage, parce qu'il y a une équation dans l'opinion publique qui est NUPES égale LFI, LFI égale Mélenchon, malgré la présence de communistes, de socialistes et d'écologistes. Et c'est vrai que quand on lit la phrase que vous venez de dire de Gabriel Attal, quand on voit la stratégie que joueront beaucoup de sénateurs, ça va être une logique de distinction par rapport à l'Assemblée nationale pour nous, alors peut-être pas la République, mais nous savons débattre, il y aura un débat apaisé, pas d'effet de manche, pas de rappel au règlement systématique, peut-être un peu moins d'amendements, j'ai envie de dire même probablement un peu moins d'amendements. On le sait déjà, c'est 4700, voilà, 4700 donc c'est quand même, c'est pas rien, mais c'est quand même limité. Et c'est vrai que tout ça intervient dans un contexte où il y a une sorte de rééquilibrage de l'image entre l'Assemblée nationale et le Sénat. N'oublions pas, il n'y a pas si longtemps que ça, des débats sur une chambre inutile, le Sénat, certains sondages ont-ils supprimé le Sénat, un Premier ministre qui en avait parlé, je parle de Lionel Jospin. Donc voilà, là, c'est peut-être un momentum propice pour le Sénat de montrer son rôle et sa place, avec en plus, parce que quand on parle d'une institution, il faut penser incarnation. Gérard Larcher existe aux yeux des Français. Il existe et il incarne. Et ça, on en reparlera évidemment. On va consacrer un chapitre de ce débat à Gérard Larcher. Florent Vadillo, est-ce que, si on regarde l'équilibre de nos institutions, l'Assemblée a la prééminence, mais on a eu l'impression qu'elle s'était volontairement, enfin je ne sais pas volontairement, mais auto-effacée sur cette réforme des retraites, ce qui était un vrai paradoxe. Comment vous l'avez analysé? Il y a eu une stratégie politique qui a conduit effectivement à l'effacement du parlementarisme au profit d'une mise en scène des parlementaires. C'était pas la même chose. Les parlementaires étaient très présents, le parlementarisme beaucoup moins. Ouais. C'est une stratégie qui était conduite uniquement par la France Insoumise, qui poursuivait un objectif assez clair, qui était de ne pas aller voter un article. Et de ce point de vue-là, les autres groupes ont été vraiment en délicatesse, ce qui explique aussi un certain retrait. Et on a vu finalement les députés les députés autres que LFI n'arriver dans le combat que très tardivement. Et Jérôme Gage a été de ce point de vue-là assez éminent, puisqu'il a mis en œuvre ses capacités de contrôle sur pièce et sur place à la sécurité sociale. On s'en souvient, levant le lièvre, qui aujourd'hui est un peu un caillou dans la chaussure du gouvernement. Sur les 1200 euros, on en parlera avec et les 40 000 personnes qui aujourd'hui passent d'entre 10 et 20 000 personnes. Donc l'Assemblée c'est volontairement, en tout cas sous le coup de la frange LFI, effacée. Néanmoins, je pense qu'il faut raison garder, parce qu'il y a déjà eu des débats extrêmement violents à l'Assemblée. Le mariage pour tous, par exemple, n'était pas beaucoup plus calme que la réforme des retraites. La vraie différence, c'est que le groupe LFI a théorisé la lutte de classe, la lutte de front en quelque sorte à l'Assemblée. La conflictualité. Et il y avait, on pourrait être un peu dur en disant ça suintait la haine dans les prises de parole de la France Insoumise. C'est ça qui est extrêmement particulier et qui a fait que l'Assemblée était si en retrait. Et finalement, le Sénat est en train de montrer qu'il y a une culture sénatoriale du débat. Il y a une temporalité sénatoriale du débat aussi, et le gouvernement joue là-dessus, parce que quand on regarde le taux de textes déposés en première lecture au Sénat, sous la Ve République en général, il est de 30%.
Depuis la rentrée, on est au-delà de 40%. C'est-à-dire que le Sénat est clairement privilégié par le gouvernement parce que c'est là qu'on va pouvoir faire de la politique. Et on le voit dans cette mise en scène, la politique, elle est à l'œuvre avec les négociations mises en scène. Mathieu. Oui, je vais juste rebondir sur ce que disait Frédéric sur la visibilité de la vie parlementaire. Il y a quand même quelque chose qui a changé. Et c'est les réseaux sociaux, d'une certaine manière, qui offrent une fenêtre ouverte sur cette assemblée que les gens connaissaient mal et sur ce qui peut s'y passer par rapport à ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années quand les questions parlementaires, la question gouvernement était diffusée sur... Quand il y avait 6 chaînes sur France 3 le mercredi après-midi, quoi. C'est quand même très très différent. Et puis c'est vrai qu'il y a la France insoumise, de par son idéologie, à chercher à tout conflictualiser. Ça, c'est le théorème Mélenchon. Donc, on conflictualise tout à l'Assemblée. Et puis, à tout médiatiser d'une certaine façon. Donc, chacun était un peu à la recherche du buzz. Des députés qui, on le rappelle, sont élus par les citoyens, qui sont des députés nouveaux pour beaucoup d'entre eux. On cherchait aussi à exister par rapport à leur circonscription, à exister médiatiquement en faisant le buzz, d'où parfois certains dérapages, certaines insultes. Tout ça n'existe pas au Sénat, où on rappelle que les sénateurs sont élus par des élus. Donc, il n'y a pas quand même besoin de faire des numéros de claquettes comme ça à l'Assemblée pour exister. Par ailleurs, l'ambiance de travail est différente. Il y a un travail quand même d'orfèvre de la loi plus réputé au Sénat qu'à l'Assemblée. À l'Assemblée, c'est un peu plus idéologique, plus politique. Au Sénat, c'est quand même plus législatif, j'allais dire. C'est vraiment des gens qui sont qui font du travail d'orfèvre sur la loi. Et puis, les rapports humains sont très différents. Ouais. C'est-à-dire que d'un bord à l'autre, vous pouvez avoir des gens comme Bruno Retailleau, qui a beaucoup de respect pour, donc patron du groupe LR, pour la sénatrice communiste Éliane Assassi. Ouais. C'est des gens qui, politiquement, n'ont rien à voir, mais c'est tout à fait correct. On a organisé hier, en seconde partie d'émission, un débat entre, justement, il y avait les présidents de groupes au Sénat. On le ressentait, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Hein. C'était un vrai débat avec des oppositions tranchées. Mais bon, il y aura pas cette haine dont vous parliez, ou cet antagonisme. Qu'ils travaillent ensemble, voilà. Ils se connaissent, ce qui n'est pas le cas à l'Assemblée. Ils ont des mandats plus longs. Députés, effectivement. Alors on va. Je m'attendais à une autre, à une surenchère, mais c'était très bien. Je vais proposer à Mathias Arès de nous rejoindre tout de suite parce que vous avez passé l'après-midi dans l'hémicycle. Alors racontez-nous un peu. C'était quel climat, quelle ambiance? Eh bien, sans surprise, les débats ont été plus apaisés qu'à l'Assemblée nationale. Oui. Pour autant, on a vu renaître au Sénat, peut-être avec plus de force que d'habitude, le clivage gauche-droite sur cette question des retraites. Le gouvernement qui voulait souligner à quel point ici, au Palais du Luxembourg, l'ambiance allait être propice au travail, eh bien, a finalement soufflé sur les braises à l'image de cette déclaration du ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, en tout début de discussion générale. Je sais qu'ici, il n'y a pas de ZAD, il n'y a que la République. Et donc, je serais tenté d'espérer qu'après le vacarme et l'obstruction des extrêmes, s'ouvre à cet instant le temps de la sagesse et de la raison. Car je souhaite poser une question et une seule. Des 100 heures de débat à l'Assemblée, en commission et dans l'hémicycle, soit davantage de temps que pour les réformes précédentes. Qu'en est-il sorti de bon pour les Français du point de vue de ceux-là même qui s'arrogeaient le monopole de leur défense et qui ont tout fait pour retarder les débats? Au fond, chacun apportera la réponse qu'il souhaite, même si je crois que les Français se sont malheureusement fait leur avis et ne nous ont pas attendus pour cela. Quel accueil la droite sénatoriale a-t-elle réservé à cette réforme? Eh bien, on a senti du plaisir, du soulagement même de voir s'ouvrir les débats sur les bancs de la droite et du centre, des groupes politiques qui n'ont pas boudé leur plaisir à l'heure de rappeler que cette réforme, c'est avant tout la leur. Alors pourquoi le gouvernement n'a-t-il donc pas jugé bon de se rallier dès 2018 aux recommandations du Sénat? La pente serait moins raide, le déficit moins abyssal. Que de temps perdu, que de temps perdu. Néanmoins, les faits sont là. Messieurs les ministres, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et la gauche, comment ça s'est passé? Elle a tenté d'exister tant bien que mal, réagissant par-ci à une missive, en prenant par 3 fois officiellement la parole pour s'opposer à cette réforme à travers un rappel au règlement et 2 motions de procédure, une stratégie assumée d'opposition calme, mais avec laquelle il ne faudrait pas trop jouer. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est passé à l'Assemblée nationale. On est au Sénat, on va repartir sur des bases saines. Et je pense qu'il faut arrêter. Et si vous souhaitez que le débat se passe bien, je pense qu'il faut arrêter avec ces provocations. Voilà. Je pense que ça, c'est des choses qu'il fallait peut-être rappeler.
Une première journée sans vague, en somme, que le sénateur communiste Fabien Gay a plutôt bien résumé en s'adressant au gouvernement. Bienvenue au Sénat et place au débat. Merci Mathias. Florent Vadillo, à quel point le Sénat, si on rentre un peu dans le contenu, va réécrire le texte ou au contraire s'appuyer sur ce qui a déjà été amendé à l'Assemblée nationale ? Je pense que la volonté de réécriture est importante. Il y a néanmoins une limite, c'est que le texte doit être acceptable pour l'Assemblée nationale et donc il ne peut pas être totalement sénatorial. Il faut absolument qu'il y ait une limite de ce point de vue-là. Néanmoins, c'est une limite qui est uniquement vis-à-vis de la seconde chambre. Parce que le gouvernement, il est pieds et poings liés face aux sénateurs cette fois-ci. Et on le voit d'ailleurs dans les amendements qui ont été annoncés par François Patriat. Les avancées sociales sont finalement très faibles, presque anecdotiques. L'essentiel étant réservé au groupe de droite. Et donc le gouvernement va essayer de donner une entière satisfaction aux Républicains pour faire un appel du pied assez fort aux Républicains de l'Assemblée nationale qui, on le sait, ont été parcourus de cas de conscience. Donc il faut que le texte soit en quelque sorte très sénatorial dans sa teneur, dans les avancées, dans la capacité de montrer que des acquis sociaux ont été pris, notamment sur les segments électoraux des Républicains, mais qu'il ne soit pas totalement dissonant avec ce que les Républicains de l'Assemblée nationale s'attendent à voir, et par ailleurs la majorité Renaissance. Frédéric Dabi, est-ce qu'il y a si on prend un peu plus de recul, si on sort de ces tout premiers débats, toutes premières heures au Sénat, est-ce qu'il y a un vainqueur dans la bataille de l'opinion ? Est-ce que les syndicats, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont un peu vainqueurs dans la bataille de l'opinion ? Oui, on peut le dire. C'était puissance enquête de l'IFOP, dont l'enquête IFOP-JDD. On a vu des syndicats qui longtemps ont été affaiblis, qui payent le fait qu'ils n'ont pas réussi à faire reculer un gouvernement depuis longtemps, depuis le contrat première embauche, avril-mai 2006. On a vu des syndicats qui étaient touchés par la crise de confiance touchant les corps intermédiaires retrouver de la vigueur. Une enquête récente donnait une cote de bonne opinion au global de 41%. Alors, c'est bien sûr minoritaire, mais c'est infiniment mieux, une vingtaine de points de plus que les partis politiques. On a vu un double mouvement, la CFDT bénéficiant d'une bonne image de presque une majorité de Français devant FO et la CGT, quand en termes d'incarnation, Philippe Martinez, malgré un mandat discuté, malgré une personnalité qui pouvait susciter des tensions, être visible avec Laurent Berger. Mais c'est vrai que quand on a... Et la question était assez intéressante parce qu'elle n'est pas très... elle n'était pas très orthodoxe. Quand on a demandé, quand on a confronté qui l'a emporté entre la scène politique et la scène syndicale, les Français sont restés dans l'imaginaire classique d'un mouvement social où l'acteur principal, c'est le Bernard Thibault de 1995, c'est le Front syndical uni de 2010, et il citait d'abord les organisations syndicales devant le Rassemblement national qui, symboliquement, malgré une faible visibilité et une stratégie mezza voce, devançait la NUPES et la France insoumise. On sait, Martial Foucault, qu'il y a une... J'allais dire détestation, on n'en est pas loin, entre Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez. Est-ce qu'il y a des relais ici au Sénat entre le monde syndical et les sénateurs, le monde politique ? Est-ce que, finalement, parce que là, on est aussi dans une stratégie rue Parlement, rue Sénat dans les prochains jours. C'est à ça qu'on va assister. Donc, quels sont les relais à votre connaissance ? Oui, le premier relais, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a, rappelons-nous, la loi Larcher sur le dialogue social, qui a contribué aussi à établir un réseau avec les organisations syndicales. Alors, je ne dis pas qu'il est partagé avec tous les sénateurs, mais il y a quand même une culture avec les organisations syndicales et aussi organisations patronales qui me semble beaucoup plus établie au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Ouais. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un autre sujet qui me semble intéressant au regard de ce que disait à l'instant Frédéric Dabi. Au fond, il y a un rendez-vous le 7 mars, journée nationale. On a pu observer qu'à l'Assemblée nationale, les 2 journées de mobilisation n'ont pas véritablement modifié la tonalité des débats à l'Assemblée nationale. On pourrait penser qu'il en sera de même au Sénat. En revanche, on arrivera à une date
très particulière qui est, dans cette séquence de 14 jours, c'est une forme de saucissonnage du débat, parce que il y a un certain nombre, et ça a été tout à l'heure le témoignage sénatrice de gauche, indiquant ne nous coupez pas la parole, laissez-nous débattre. Mais en fait, le laissez-nous débattre veut dire essayons de retarder le plus possible avant d'arriver à ce fameux article 7 sur les 64 ans, parce qu'ensuite on aura une accélération du temps, et pour les oppositions au Sénat, c'est une manière de dire, à la fin, si le temps est raccourci, on n'a pas pu débattre. Inversement, pour les sénateurs de droite, c'est précisément l'idée qu'on ne doit pas se concentrer sur un seul article. C'est vraiment, faisons du Sénat la chambre qui est aujourd'hui en mesure de parlementariser la vie politique. Il y a un enjeu entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur un texte qui n'est pas un projet de loi, qui est un texte, comme on l'a rappelé, rectificatif d'un projet de loi de finances sécurité sociale. Mais finalement, on politise à merveille le débat, et vous avez indiqué tout à l'heure que c'était un retour du clivage gauche-droite. C'est intéressant parce que oui, on ne l'a pas vu à l'Assemblée nationale. La composition des groupes parlementaires au Sénat permet effectivement de rétablir un clivage gauche-droite sur un projet où on sait que sur les retraites, il y a une vision de gauche et il y a une vision de droite. Donc, d'une certaine manière, pour le président du Sénat, c'est j'allais dire, un coup avec deux avantages. On rétablit le clivage gauche-droite et on montre que les parlementaires, les sénateurs, peuvent débattre démocratiquement. Et donc il y a effectivement, on l'a évoqué, cette bataille de l'opinion, on va dire, à gagner entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Puisqu'on parle d'image et de communication, Mathieu, vous analysez la com gouvernementale qui entoure cette réforme des retraites. Oui, enfin, celle des derniers jours, parce que je la trouve en fait un peu difficile à comprendre, et surtout qu'elle est traversée en fait par un vrai paradoxe qui mêle à la fois, à mes yeux, un excès d'optimisme et un excès d'alarmisme. Alors je m'explique. L'optimisme, c'est le gouvernement, il est optimiste sur l'examen de sa réforme par le Sénat. Il faut dire qu'il a plutôt de bonnes raisons de l'être. Parce qu'on l'a dit, l'ambiance y est plus sereine, la majorité est plus claire qu'à l'Assemblée. Donc sur le papier, voilà, c'est mieux. La droite qui siège en majesté, en plus au Sénat, a d'ores et déjà annoncé sa volonté de soutenir le texte, ce qui explique qu'on a assisté depuis le début de la semaine, en fait, à des déclarations d'intention, de bonnes intentions, j'allais dire, et plutôt confiantes à l'égard du Sénat, de la part du chef de l'État samedi en marge du Salon de l'Agriculture, de la part de la Première ministre en début de semaine, de la part d'autres membres du gouvernement, au point, et c'est là où je me dis peut-être, de pécher par excès d'optimisme. Parce que pourquoi ? La réforme des retraites ne passera pas comme une lettre à la poste non plus au Sénat. La droite a prévu d'amender le texte, on le sait, en posant des marqueurs clairs sur des sujets qui peuvent être consensuels, comme la retraite des femmes, comme, j'allais dire, plus l'emploi des seniors, mais aussi sur des questions beaucoup plus épineuses, comme, on le sait, les régimes spéciaux ou aussi comme les carrières longues. Alors, sur les régimes spéciaux, le gouvernement, après avoir fait un petit pas de deux, a déjà manifesté son opposition. Quant aux carrières longues, la vérité est obligée de dire qu'on ne s'y retrouve plus vraiment dans ce que veut le gouvernement, puisque là aussi, Elisabeth Borne a beaucoup changé, et que tout changement, le moindre changement peut coûter cher, voire très cher aux finances publiques. Donc là, ça aussi, ça risque de tirer. On a entendu tout à l'heure Gabriel Attal dire attention, pas d'augmentation d'impôts. Donc on sait qu'il tient, lui, à la feuille de route qu'avait fixée Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'équilibre du régime. Et puis, du côté de la gauche, les sénateurs de gauche ont répété qu'ils ne feraient pas d'obstruction, comme leurs collègues députés. Ils ont annoncé leur souhait d'examiner le projet de loi au moins jusqu'à l'article 7. Et je dis au moins parce qu'ensuite, il y a un flou. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout du texte ? On ne le sait pas. Ils ne se sont pas prononcés très très clairement. Et est-ce qu'ils iront donc jusqu'au vote ? Pas non plus. Donc de quoi tempérer un peu l'optimisme du gouvernement sur ce coup. Bon, ça c'est pour l'excès d'optimisme. Alors pour l'alarmisme cette fois. Alors ça, l'excès d'alarmisme, il est face à la rue. Le gouvernement donne dans l'excès de pessimisme. Il n'y avait qu'à écouter hier les déclarations, je ne sais pas si vous avez entendu, d'Olivier Véran à la sortie du Conseil des ministres. Il s'exprimait sur la journée du 7 mars et sur la volonté des syndicats de mettre la France à l'arrêt. Et il a tout simplement promis, Olivier Véran, l'apocalypse aux Français, puisque ça serait à la fois une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine dans quelques mois, menaçant au passage, et pour faire large, aussi bien le train du futur du plan ferroviaire que la santé des enfants avec le vaccin pour le papillomavirus. Un énorme gloubi-boulga de n'importe quoi, il faut le dire. Alors on voit bien l'idée derrière la tête d'Olivier Véran, dramatisé à mort pour faire peur à tout le monde. Mais cette grosse ficelle est aussi un aveu de faiblesse à mes yeux, parce qu'elle montre que le gouvernement redoute le mouvement plutôt qu'il ne l'écoute, ça on le savait. Elle montre aussi que le gouvernement n'a plus rien à offrir, j'allais dire, en termes de défense, en termes d'argumentaire, quelque chose qui passe dans l'opinion, et c'est pas une surprise, mais la confirmation que 2 mois, on est 2 mois après la présentation du projet de loi,
l'exécutif a définitivement perdu la bataille de l'opinion qui juge cette réforme, enfin Frédéric nous le dira, mais toujours aussi injuste, inutile et puis inefficace. Donc c'est quand même assez hallucinant, je trouve. Le gouvernement était sourd, ça on le savait, il est devenu inaudible vis-à-vis du mouvement, et il est surtout dépourvu aujourd'hui d'arguments. Alors quand vous n'avez plus de cheval de bataille, vous sortez les épouvantails, et c'est exactement ce qu'a fait Olivier Véran. Ouais. Justement, Frédéric Davy, on l'a bien compris, cette dramatisation à l'extrême d'Olivier Véran, est-ce que ça peut quand même payer dans une partie de l'opinion chez ces Français qui refusent ou ont peur d'un pays bloqué? Ça peut marcher. Il y a un précédent, le mouvement des Gilets jaunes, qui est soutenu massivement par les Français. Au fur et à mesure des violences, le gouvernement agite le registre de la chienlit, du désordre. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors que ce segment était très mécontent, des personnes âgées, des retraités, elles venaient d'enregistrer la hausse de la CSG à leur encontre, craindre une chienlit, du désordre et effet un peu on serre les rangs, avait contribué à une remontée de la popularité assez spectaculaire d'Emmanuel Macron, du gouvernement, et qui a fait déboucher sur la semi-victoire ou la semi-défaite ou la défaite honorable aux élections européennes de 2019. Maintenant, c'est vrai ça supposerait, pardon de vous interrompre, que effectivement, on sait qu'il y a des préavis de grève reconductibles, etc., mais que ça soit 7 mars et plusieurs jours après. Quoi. Et il faut être honnête, personne ne sait ce qui peut se passer. Est-ce qu'on va avoir un scénario à la 95 Et surtout, il n'y a pas de débordement. Tout à fait, parce que ce que les Français ont aimé, c'est ce que j'avais appelé des manifestations retour vers le futur, c'est-à-dire calme, bon enfant, sans Black Bloc, en rupture avec ce qui avait commencé en 2015-2016 au moment de la loi travail, du 1er mai 2016 où un McDonald's avait été brûlé, etc. Ça avait beaucoup plus baissé. C'est vrai que la chienlit, le désordre, on verra ce qui se passera. Pour l'instant, il n'existait pas, ce ne sont que des hypothèses. Un dernier point quand même, peut-être le seul atout pour le gouvernement dans cette bataille de l'opinion, et ce qu'a dit Mathieu est tout à fait juste, absolument perdu, c'est le fait que malgré tout, et on a posé cette question à 5 reprises depuis la première journée, les Français intériorisent toujours que Emmanuel Macron ne pourra pas ne pas reculer. Que la loi sera votée ou appliquée. On est sur un 2/3 qui n'a quasiment pas bougé. Ça bouge pas, ça. On est vraiment, parce qu'on pourrait se dire, pardon de vous interrompre encore une fois, mais qu'en perspective de cette journée du 7 mars et peut-être des suivantes, il y ait un peu d'espoir qui commence à germer finalement peut-être que le gouvernement va céder. Chez les sympathisants LFI, qui étaient au tout début lors de la première journée, je crois du 19 janvier, étaient à une majorité de dire non, c'est un baroud d'honneur, le gouvernement ne reculera pas. Maintenant, ils sont une forte majorité à croire qu'il va reculer. Mais c'est la seule famille politique qui est dans cette logique-là. Ouais. Alors, je voudrais qu'on continue d'évoquer la construction de cette loi. Ce qu'on attend peut-être des prochains jours ici au Sénat, c'est d'assister à l'écriture quasi définitive, on verra bien, de la réforme. Et alors, vous l'avez un peu évoqué, il y a des stratégies qui s'opposent forcément, notamment sur cet article 7 dont on parle, qui repousse, je vous le rappelle, l'âge de la retraite à 64 ans. Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, met en garde ses adversaires. Écoutez-le. Je préviens d'ailleurs nos oppositions. Ils veulent voter, par exemple, l'article 7. Très bien. Ils veulent voter l'article 7 le 7 mars, au moment de la mobilisation de la grève. Après le 7 mars. Patrick Kanner, le patron des sénateurs socialistes, dit qu'il y a une sorte d'accord. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on ne votera pas l'article 7 avant le 7 mars. Pas avant, mais le 7 mars. Et nous ne tolérerons pas qu'on ne voit pas les articles suivants. Articles 8, 9 et 10. L'article 10, les petites retraites, ça n'intéresse pas la gauche de discuter pour les Français des petites retraites. L'article 9, l'usure professionnelle. C'est pas intéressant d'en parler, d'en discuter, de voter. L'article 8, l'invalidité, l'incapacité, les travailleurs handicapés. Donc vous dites Martial Foucault, je reviens, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la perspective des élections sénatoriales en septembre. Il y a quand même un risque pour les sénateurs d'apparaître comme le sénateur qui qui pratique l'obstruction. Vous pensez que ça peut être un risque politique, ça ? Oui, parce que tout à l'heure, Mathieu Croissando parlait de l'effet des réseaux sociaux. Oui. Je dirais qu'il y a aussi un effet de la visibilité médiatique et la chaîne parlementaire a contribué. Rares sont les débats sur des textes qui donnent lieu à une séquence en direct aussi longue. Donc il y a eu forcément, ce débat est rentré, pour ceux qui regardent encore la télévision, est rentré dans les salons de beaucoup de Français. Et pour beaucoup de Français qui sont privés de l'élection directe des sénateurs,
il y a quand même un effet qu'il ne faut pas sous-estimer, que l'ensemble des élus qui constituent le corps électoral des sénateurs sont très à l'affût de ce qui se dit et ce qui se passe dans les communes sur le sujet des retraites. Et donc, beaucoup de sénateurs vont être très vigilants sur des positions à prendre, et je crois que Bruno Retailleau a raison, au-delà de l'article 7, certains d'entre eux, certains des maires notamment, le corps électoral principal des sénateurs, vont être très vigilants sur les positions prises par un certain nombre de sénateurs, parce qu'on le sait, on dit souvent l'élection sénatoriale est presque apolitique. Ce qui compte, c'est l'élection des représentants des territoires. Bon, là, c'est un enjeu de société, cette réforme. Puis, je rajoute un point qui me paraît important. Encore une fois, je poursuis ce que disait tout à l'heure Mathieu Croissando. En fait, on a la confirmation, et je ne sais pas comment les sénateurs vont réellement se positionner, on a la confirmation que si le gouvernement est à court d'arguments pour convaincre l'opinion, ça confirme que ce projet a été très très mal élaboré, très très mal ficelé. Parce qu'au fond, si on épuise aussi rapidement tous les arguments, qu'ils soient en termes de finances publiques, en termes sociaux, aussi en termes de vision intergénérationnelle, ça veut dire qu'il a manqué probablement dans la préparation des arguments qui pourraient contrer cette question de l'âge 62 à 64 ans. Donc est-ce que les sénateurs vont enfoncer un clou aujourd'hui, parce que c'est une bataille aussi politique? La majorité au Sénat n'a pas forcément envie de faire des cadeaux au gouvernement. Ou bien est-ce que les sénateurs vont sauver la réforme qui s'annonce comme la réforme phare du président Macron? Donc, vous voyez, on peut aller très très loin dans le soutien, mais ensuite on reprochera aux sénateurs, s'ils ont trop soutenu cette réforme, pour que effectivement tout soit examiné, voté, pour éviter le passage en commission mixte paritaire, eh bien d'avoir accompagné et d'avoir aidé, et d'avoir effectivement fait la courte échelle. L'expression qu'on entend si souvent, la béquille du gouvernement. Florent Vailly, il y a, je le rappelle, 4720 amendements qui ont été déposés. Alors c'est beaucoup moins qu'à l'Assemblée nationale, mais et il y a plus de temps ici au Sénat. Il y a, je crois, un tiers de temps en plus pour examiner la réforme. Est-ce que, si vous deviez faire un pari, est-ce que vous pensez qu'on ira au bout du texte? C'est compliqué de faire un pari comme ça. La dernière fois que j'ai fait un pari sur votre plateau, je l'ai perdu. C'est compliqué de répondre parce qu'il y a plusieurs stratégies qui sont ambivalentes. Pour la gauche, d'abord, il y a un intérêt, effectivement, c'est d'aller au moins jusqu'à l'article 7 parce que ça va obliger LR et Renaissance à, en quelque sorte, mettre en place une communauté de points de vue, et ce qui permettra ensuite d'accentuer le clivage gauche-droite et de casser cette indistinction de la part de Renaissance. Donc ça, c'est nécessaire. En revanche, sur les articles suivants, il n'y a pas une claire volonté d'y aller. Je pense que la stratégie encore n'est pas définitive, pour plusieurs raisons. D'abord, effectivement, ça dépendra de la mobilisation sociale. Si le 7 mars est une mobilisation dure, peut-être que la gauche se sentira revigorée. Et puis surtout, il y a un troisième tour, si je puis me permettre, c'est le Conseil constitutionnel. Plus le texte sera abîmé dans son débat parlementaire, plus les débats auront été tronqués, l'insincérité des débats parlementaires, plus le Conseil constitutionnel pourra décider une censure partielle ou intégrale. Il faut rappeler que dans un off avec les journalistes, le président Fabius a émis une insatisfaction, voire une colère de voir qu'un artifice constitutionnel était utilisé pour examiner le projet de loi pour les retraites. Donc il y a peut-être la stratégie de la gauche d'aller sur l'inconstitutionnalité du texte. Et donc ce qui expliquerait effectivement qu'il y ait beaucoup d'amendements qui étaient posés. Puis enfin, il y a un sujet pour Renaissance également, c'est qu'à trop faire de concessions aux Républicains, eh bien il va avoir un problème à gérer sa propre majorité, pas tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Parce qu'on l'a vu notamment sur les députés qui annonçaient qu'ils ne voteraient pas le texte, le groupe était beaucoup divisé sur ce sujet-là. Donc plus le gouvernement ira vers les LR au Sénat, plus il aura de la difficulté à souder ses troupes à l'Assemblée nationale. Donc je ne peux pas me prendre un pari à ce stade-là. Je savais que vous n'alliez pas répondre. Pour illustrer ce que vous disiez à l'instant, tiens, je vous propose un autre extrait de Bruno Retailleau ce matin en télévision. Le président du groupe LR au Sénat qui justement dit on n'est pas des girouettes et notre boussole, c'est pas le président de la République. On l'écoute. Pour lever tout suspense, je voudrais dire que bien sûr, nous allons voter un texte qui sera notre texte. C'est-à-dire que nous voterons la réforme, une réforme modifiée,
une réforme que nous allons amender selon les prescriptions qu'il a fait avec pédagogie et avec humour du docteur, monsieur le rapporteur René-Paul Savary. De quoi aurions-nous l'air, mes chers collègues, si nous refusions de voter une réforme que nous votons ici chaque année depuis plusieurs années? Nous ne sommes pas des girouettes. Notre boussole, ce n'est pas Emmanuel Macron, ce n'est pas le gouvernement. C'est l'intérêt national. C'est le seul intérêt national. Bruno Retailleau au Sénat en cette fin d'après-midi. Je vous l'avais promis, on va consacrer un chapitre dans ce débat au rôle de Gérard Larcher. Alors ce matin dans le Figaro, il y a un extrait de son interview. Il prévient « Je suis un défenseur acharné du droit d'amendement, mais il ne faut pas le dévoyer. S'il devait y avoir une obstruction, on utilisera tout simplement les moyens constitutionnels et ceux de notre règlement. Je ferai le maximum qu'un président d'Assemblée peut faire pour aller au bout de ce débat. » Frédéric Dabi, je commence avec vous. Ce chapitre, comment, parce que vous sortez, je crois, dans Paris Match un sondage. Il a été lâché hier soir. Voilà. Comment est-il perçu par les Français, Gérard Larcher? Comme un opposant ou comme un conciliant? Clairement, un conciliant. Ouais. Un conciliant, alors c'est une enquête où chaque mois nous testons les traits d'image associés à des personnalités. C'était Bruno Le Maire il y a 2 mois, Olivier Véran le mois dernier, là, Gérard Larcher. Alors, quand on regarde les résultats, on peut dire... c'est une personnalité plutôt pas bien vue, parce qu'il n'y a pas un seul trait d'image qui dépasse les 50%. Mais il faut bien rappeler le contexte, on n'est plus dans une bipolarisation. On a des opinions extrêmement éclatées. Quand on regarde, si je puis dire, le cœur de cible qui peut intéresser Gérard Larcher, à savoir LR et Renaissance, son image est absolument excellente. Il apparaît aux 3/4 comme compétent, aux 2/3... voire aux 3/4 chez LR comme ouvert au dialoog. Et c'est marqué sur votre écran. C'est ce qu'on voyait. L'item le moins bien perçu, c'est l'opposition. S'oppose. Et c'est un item qui n'est pas anodin. On le posait à l'époque de la bipolarisation. On demandait est-ce que le PS s'oppose fortement et bien à Nicolas Sarkozy? Est-ce que l'UMP s'opposait bien à François Hollande? Et là, le fait que les résultats ne soient pas très bons, ça montre aussi cette place particulière qu'a Gérard Larcher, comme quelqu'un d'ouvert au dialogue, compétent, proche des préoccupations. J'ai envie de dire, une image, en termes d'ouverture et en termes de proximité, qui s'inscrit en rupture avec les principales critiques adressées au pouvoir exécutif, voire à une classe politique souvent jugée déconnectée. Et le fait que le résultat ne soit pas très bon sur l'opposition, j'ai envie de dire, radicale et dure, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour un président du Sénat? Je ne pense pas. Je rappelle également, on réalise à un moment de chaque élection sénatoriale et un peu plus souvent une enquête sur l'image du Sénat. Depuis Gérard Larcher est président, on a vu systématiquement les indicateurs d'image se renforcer et une rupture également très forte avec l'épisode Jean-Pierre Bella. Ouais. Martial Foucault, qu'est-ce qui se joue pour Gérard Larcher là, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais peut-être même aussi pour son rôle de président du Sénat? Il y a effectivement l'élection en point de mire en septembre prochain, avec le soutien qu'il doit obtenir d'une majorité de sénateurs pour entamer peut-être une deuxième décennie à la tête de la Chambre haute. Je crois que si l'image en fait positive dont bénéficie Gérard Larcher aujourd'hui dans l'opinion publique, elle est aussi forte. Moi j'y vois 2 raisons et qui entrent en résonance avec le débat qu'il va présider. Premier élément, c'est Gérard Larcher, il faut bien voir que dans sa famille politique, a fait l'objet d'une très grande stabilité. On pourrait même parler d'une fidélité, d'une loyauté, en étant présent sans prendre des positions trop conflictuelles. Et ça, finalement, dans son électorat, mais aussi dans l'électorat Renaissance, c'est un trait d'image qui plaît. Et puis, un deuxième élément, Gérard Larcher, depuis qu'il est président du Sénat, n'a qu'un enjeu, c'est celui de se positionner comme vraiment le représentant des territoires. Être représentant des territoires, ça a beaucoup d'avantages. C'est-à-dire qu'on peut se saisir de ce qui n'est pas débattu par un gouvernement et un président de la République qui n'a pas fait depuis 2017 des territoires un enjeu de son agenda de réforme. Donc, Gérard Larcher a pu bénéficier de cet espace libéré par un président, et rappelons-nous la crise des Gilets jaunes, mouvement des Gilets jaunes et crise des territoires. Donc,
une fois dit cela, pendant ces 15 prochains jours au Sénat, sur la réforme de retraite, on va peut-être découvrir un Gérard Larcher capable de modérer des débats. Quand il évoque dans l'entretien au Figaro ce matin que tous les instruments disponibles seront mobilisés en cas d'obstruction, je pense que c'est davantage une posture consistant à dire je suis le gardien au Sénat de ce qui doit se passer de façon pacifiée, qui ne s'est pas produit à l'Assemblée nationale. Sur ce terrain-là, effectivement, il doit pouvoir compter aussi sur l'ensemble de la majorité de droite au Sénat et qui pourrait, au mois de septembre, lui renvoyer l'ascenseur. Mathieu, un mot et c'était juste une parenthèse sur les moyens de Gérard Larcher pour faire face à l'obstruction. Il y a quand même une particularité au Sénat, dans le règlement du Sénat, c'est l'article 38 qui permet que les débats ne s'éternisent pas comme à l'Assemblée, puisqu'à partir du moment où 2 orateurs d'avis contraires ont pris la parole, vous pouvez demander, quand vous êtes président de groupe, président de séance ou président du Sénat, la clôture de la discussion. Ça se vote à main levée. Sur un amendement, voilà. Donc c'est quand même une arme atomique, j'allais dire, mais qui est très 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 différente de ce qui peut se passer à l'Assemblée. Et c'est ce qui est sous-entendu d'ailleurs dans l'extrait de l'interview du Figaro qu'on a lu à l'instant. Un petit point, parce qu'on évoquait tout à l'heure Gérard Larcher, le dialogue social. Ce n'est pas pour rien que Gérard Larcher bénéficie aussi d'une image d'un négociateur. Capable de pouvoir convaincre certains groupes parlementaires. Tous les groupes parlementaires au Sénat ne sont pas LR. Et je crois que après 10 ans à la tête du Sénat, contrairement à la présidente de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher a ce capital politique qui peut être décisif s'il y avait effectivement un ralentissement ou une temporalité qui n'est pas celle qui permettrait de faire en sorte que le Sénat, l'objectif du Sénat, c'est de dire nous avons réussi à voter l'ensemble de ce texte. Florent Madio, pour les LR, on l'a évoqué déjà dans ce débat, mais on peut dire qu'ils sont sur... Quand on compare finalement le travail qui a été fait à l'Assemblée et celui qui commence et qui va être fait au Sénat, vous nous l'avez dit, il y a un enjeu, c'est de ne pas totalement détricoter et faire en sorte que la réforme telle qu'elle sera éventuellement, si ça va au bout du texte, votée ici, soit acceptable de l'autre côté. Donc c'est quand même c'est une ligne de crête avec, par définition, il y a des risques des deux côtés. Pour les LR, comme groupe politique, c'est finalement la position la plus inconfortable parce que les sénateurs sont plutôt enclins à la discussion et Gérard Larcher, c'est une tradition puisque, y compris sur la révision constitutionnelle, c'était plutôt Bruno Retailleau qui lui mettait une épée dans le dos pour pas aller dans le sens d'Emmanuel Macron. Donc les LR du Sénat ont une culture politique. Les LR de l'Assemblée nationale, c'est le dernier carré. Donc ils se sont bâtis en quelque sorte, un, dans l'opposition à Emmanuel Macron, deux, dans la détestation de la République en marche qui les a dépouillés. Et donc il y a en quelque sorte dans le bicamérisme, un bicamérisme les Républicains. Et il faut il n'y aura pas de commission mixte paritaire entre les deux. Donc ils sont sur cet enjeu-là et il y a un enjeu plus global, c'est savoir si ils vont basculer côté Renaissance et Horizon, Édouard Philippe, ou ils vont basculer côté Zemmour et Marine Le Pen qui caracolent désormais très haut dans les enquêtes d'opinion favorables. Et de ce point de vue-là, Aurélien Pradier a essayé de brouiller un peu cette ligne de crête-là et puis on le voit, il a été un dissident sanctionné puisque même Gérard Larcher, dans son interview au Figaro, n'a pas des mots très aimables à son égard. Donc les Républicains, en dehors du Sénat, à mon sens, ils ont une stratégie politique qui est extraordinairement complexe à conduire. Frédéric David, pour conclure ce premier débat, les sympathisants LR par rapport à cette réforme, est-ce qu'ils sont eux aussi un peu partagés? J'allais rebondir ce que vous dites parce que le bicamérisme républicain, jolie expression dont vous parlez, on le retrouve en termes de fracture chez les sympathisants LR. Dans toutes les enquêtes, on est sur un sympathisant LR sur 2 seulement qui soutient la réforme des retraites. Alors que pendant le premier quinquennat, on a parlé de Sainte Alliance LREM, ce n'est pas encore en naissance, sur la réforme de la SNCF, sur la première réforme des retraites, sur la réforme du Code du travail, qui soutenait les réformes libérales ou de structure. Là, cette fracture, on la voit. Et c'est vrai que les LR de l'Assemblée nationale, qui ont vu des zones de force complètement perdues au profit de la Renaissance, sont sur une opposition très forte. Et le discours très intéressant de Bruno Retailleau sur la cohérence. Nous étions contre la retraite à 60 ans, nous avons soutenu la réforme Sarkozy-Fillon-Wurst, on ne peut pas ne pas soutenir cette réforme-là, et a été très peu présent, sauf erreur, à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce premier débat. À bientôt sur Public Sénat.